Sans trop tarder, on va passer à la communication suivante dans cette séance vasculaire. Donc, je vais appeler monsieur le professeur Erraqi, qui va nous parler de la durée optimale de l'anticoagulation dans la maladie thromboembolique veineuse. Voilà, je vous donne la parole. Merci. Donc, je remercie à mon tour le président de la FINPA de m'avoir invité à discuter de ce sujet qui est très intéressant, mais qui est également très vaste. Donc, je serai obligé d'insister essentiellement sur les choses pratiques et simples. Donc, on sait que la maladie thromboembolique veineuse récurrente est associée à une mortalité et une morbidité à long terme, et que le risque de récidive à l'arrêt de l'anticoagulation est considéré comme acceptable s'il est inférieur à 5% à 1 an et à 15% à 5 ans. Généralement, c'est la valeur de référence pour évaluer l'efficacité d'un modèle de prise en charge et de décider ou non de donner un traitement prolongé. Dans ce contexte, les circonstances dans lesquelles s'est déroulé donc le premier épisode de MTEV est crucial pour décider est-ce que c'est un facteur de risque transitoire majeur ou persistant, est-ce qu'il n'y a pas de facteur de risque, et également, bien entendu, l'évaluation du risque hémorragique, puisque, par exemple, en France, les accidents hémorragiques des antivitamines K sont parmi les plus mortels et les plus fréquents. Et donc, la décision doit être personnalisée et réévaluée régulièrement. Juste pour rappel, le traitement de la MTEV comporte en gros 3 phases. Une phase initiale qui dure 5 à 21 jours, puis une phase d'entretien qui est de 3 à 6 mois. Mais c'est après cette phase que se pose la question cruciale, faut-il ou non prolonger la prévention? Et il y a des gens qui disent que si on décide de prolonger, c'est pour une période indéfinie, et d'autres qui disent que dans certaines circonstances, on peut avoir des durées plus limitées. Donc cette prolongation du traitement nécessite de revoir le patient dans une consultation qui est dédiée, focalisée uniquement sur ce point, et de répondre aux questions suivantes. Pourquoi? Quand? À quelle dose? Quels sont les risques? Quels sont les avantages? Quel est le rythme du suivi et la durée de traitement? D'où l'intérêt d'avoir recours à un RCP thrombose. Bien entendu, dans cette décision, les souhaits du patient, ses préférences sont un temps important, puisqu'il doit peser les avantages et les inconvénients. Et cette décision thérapeutique doit être réévaluée au moins chaque année et au minimum tous les 6 mois chez les malades qui ont un cancer actif. Quels sont les patients à haut risque de maladie thromboembolique veineuse récurrente? On voit que plus ce risque augmente, plus il y a une indication, un traitement de prolonger l'anticoagulation. Ça va donc un facteur provoquant majeur, le risque est moindre, jusqu'à des maladies thromboemboliques veineuses qui sont non provoquées ou qui sont dues à un facteur majeur persistant et sévère. Et donc, c'est juste pour vous rappeler les facteurs de risque majeurs qui sont soit transitoires, par exemple une chirurgie avec anesthésie générale, soit persistants, un cancer actif, une thrombophilie sévère ou un déficit important en protéines C ou S. Mais il y a également les facteurs transitoires mineurs, et c'est... Pardon, il y a un petit problème. Est-ce qu'on peut revenir? Merci. Donc, il y a également les facteurs mineurs, soit transitoires, soit persistants. Dans les facteurs persistants mineurs, on trouve par exemple les maladies inflammatoires chroniques, les thrombophilies non sévères. Le type de récidive après embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde également est un facteur important, puisque plusieurs études, LAFIT ou DIT-PADIS, ont montré que généralement le malade récidive sous la même forme. Par exemple, une embolie pulmonaire récidive sous une forme d'embolie pulmonaire dans 80% des cas. Même chose pour la thrombose veineuse profonde.
Or, on sait que le risque de décès est différent. Il est par exemple pour l'embolie de 10 à 15% en cas de récidive, alors qu'il n'est que de 0 à 3% pour la thrombose veineuse profonde. Et donc, ce facteur de létalité est important aussi à prendre en considération lorsqu'on veut moduler la décision de poursuivre ou non. Lorsque le premier épisode est également non provoqué, on sait que la récidive également est non provoquée dans 90% des cas. Alors, il y a plusieurs études qui ont été publiées. Une synthèse a été publiée en 2015 sur plusieurs études qui montrent quel est le risque de récidive selon que la maladie veineuse thrombolique est provoquée ou non. Et on voit que dans toutes ces études, lorsque la maladie veineuse thrombolique est non provoquée, le risque est important puisqu'il va de 10% à 24% selon les séries, qu'elles soient en rétrospective ou prospective. Donc la maladie veineuse thrombolique non provoquée a un risque de récidive qui est beaucoup plus important. Et ce risque a été évalué par Kéron à 10% pour la première année et 5% par année les années suivantes. Mais si le malade fait une deuxième MVTE non provoquée, ce risque passe à 15%. La première année et 7,5% par an, alors que lorsque le facteur provoqué est provoqué, le risque il est de 1 à 5%. Également, ce risque est cumulatif avec les années, puisque dans la première année, il est de 11,9% chez les hommes et 8,6% chez les femmes. À 2 ans, 18,3% chez les hommes, 28 à 5 ans et 41% à 10 ans. Donc c'est un risque qui se cumule avec le temps. Et ce risque-là, il est également influencé par la durée du traitement, puisque on voit que lorsque la durée de traitement, au cours du traitement, le risque de récidive il est faible, il est par exemple de 2,2%. Lorsque le malade est suivi après l'arrêt du traitement, il passe jusqu'à 12,2% ou même plus dans le groupe placebo par rapport au groupe qui a été traité par un anticoagulant. Donc, la durée du traitement a un impact à la fois sur le taux de récidive au cours de traitement et après l'arrêt du traitement. Alors je vais présenter quelques études qui ont un petit peu détaillé ce risque en fonction de la durée. Par exemple, cette méta-analyse de Boutit qui montre sur 7 essais randomisés traités par antivitamine K et suivi moyen de 1,4 ans. Le taux de récidive était de 7,8%. Les 6 premiers mois, c'était 12,2% et après, c'était 5,5%. Et les malades traités moins de 3 mois avaient un risque accru de récidive. Les malades avec une MTEV provoquée avaient un risque de récidive moins élevé, alors que le risque de récidive est doublé si l'épisode initial était une embolie pulmonaire ou une thrombose veineuse proximale. Également, l'essai clinique PADIS qui inclut 374 patients, 184 sous warfarine et 187 sous placebo. Premier épisode d'embolie pulmonaire idiopathique, 6 mois de traitement par AVK, puis 2 bras, soit 18 mois de warfarine versus 18 mois placebo, avec un suivi médian de 2 ans et un suivi régulier après. Et on voit qu'au cours de l'étude, le risque de faire la récidive est très faible, de 0,22, mais lorsque l'étude est arrêtée, ce risque, le hazard ratio, est de 0,74, c'est-à-dire que le bénéfice qui a été obtenu en cours du traitement est perdu après. Et par contre, le risque de saignement majeur, il est beaucoup moins important dans le groupe placebo. Alors, cette étude a permis également de montrer qu'il y a ce qu'on appelle des phénotypes à haut risque. Par exemple, l'âge plus de 65 ans, l'odds ratio est de 4,7. Un syndrome des antiphospholipides, l'odds ratio est de 2,38. Et lorsqu'il y a une obstruction vasculaire supérieure à 5%, l'odds ratio est de 2,06. Ce qui fait que les auteurs ont essayé de produire un score. Et ce score-là serait prédictif de survenue des récidives. Vous voyez que ce score, il y a plusieurs variables, l'âge, la présence ou non d'anticorps antiphospholipides, l'obstruction vasculaire pulmonaire. Lorsque le score est 0, le risque est faible. Il y a moins de 2% de récidive. Lorsqu'il est intermédiaire, 2 à 3, le taux de récidive est de 3 à 5%. Par contre, lorsqu'il est élevé, supérieur à 3, le taux de récidive est supérieur à 12%. Ceci nous conduit à dire qu'il y a eu plusieurs essais de mettre en place des scores de récidive
après une TVP non provoquée, score devient score d'H, d'Amov, et le score devient révisé. Également les recommandations de la CCP. Et donc, tous ces scores visent un petit peu à essayer de voir quels sont les malades qui devraient bénéficier d'une anticoagulation prolongée. Ce score-là a été retenu par exemple dans les recommandations françaises de 2019, d'ailleurs publié sous la direction du professeur Olivier Chanchez, et on voit qu'il y a des symptômes du syndrome post-thrombotique, c'est 1, des dimères supérieurs à 250, c'est 1, IMC supérieur à 30, âge supérieur à 65, et lorsque ce score est inférieur à 1 chez les femmes, le risque est faible, lorsque ce score est supérieur à 2, ou chez les hommes, le risque est non faible, et la récidive est de 7 à 8%. Ce score a été validé dans une étude par Roger, puisqu'on voit que chez les femmes avec un faible risque à ce score, eh bien, le risque de récidive est de 0 à 3%. Par contre, chez les hommes et les femmes à haut risque, ce score peut aller jusqu'à 8%. Deuxième paramètre qui est important, c'est de tenir compte du risque hémorragique, puisque c'est des médicaments potentiellement dangereux. Alors ce risque hémorragique, il peut être évalué soit par le jugement clinique implicite avec évaluation des facteurs de risque, soit par les calculs d'un score de risque. Et ce score hémorragique devrait être évalué tous les ans chez les malades à faible risque et tous les 3 à 6 mois chez les patients à risque élevé de saignement. Et bien entendu, il est important d'identifier et de corriger les facteurs de risque modifiables comme l'hypertension artérielle mal équilibrée, les médicaments favorisant les saignements, les AINS et les antiplaquettaires. Et il y a une enquête qui a été faite dans un service d'urgence en France qui a montré que dans presque 20 à 30% des cas, les accidents étaient dus à un mésusage ou à un surdosage ou à une mauvaise indication ou à une mauvaise adéquation des posologies avec le terrain. Et donc, il y a des risques qu'on peut corriger. Des facteurs de risque hémorragique qui ont été retenus dans la littérature, c'est surtout l'âge supérieur à 65 ans, les antécédents d'hémorragie digestive ou d'accident vasculaire cérébral, l'alcoolisme chronique, le diabète, les traitements, comme on l'a dit, l'insuffisance rénale, la thrombopénie, cancer actif et une posologie ou une cible d'anticoagulation élevée. On sait par exemple que dans les antiphospholipides, parfois on vise un INR entre 3 et 4, ce qui expose à des risques hémorragiques. Alors plusieurs scores ont été retenus, la CCP, le VTE-BLED, le RIET, le H-BLED. Dans les recommandations françaises qu'ils ont retenues, c'est le score RIET, mais lorsqu'on voit tous les paramètres qui ont été évalués, on voit que finalement le VTE-BLED est le score qui semble le plus adapté à prédire mieux le risque hémorragique. Et ce score, il y a plusieurs points. Lorsqu'il y a un cancer actif, c'est 2 points. Une hypertension non contrôlée, 1 point. Anémie, 1,5. Antécédent saignement, 1,5. Clearance créatinine entre 30 et 60, 1. Et âge supérieur à 60 ans, 1,5. Et un score supérieur ou égal à 2 définit un risque élevé. Alors cette évaluation du risque hémorragique est importante parce qu'on sait que le risque d'hémorragie majeure sous anticoagulant est évalué entre 1 et 2% pour une durée d'observation de 3 mois à 1 an. Et c'est durant le traitement initial que le risque de saignement est le plus élevé et que lorsqu'il y a une hémorragie majeure, elle est fatale dans 11% des cas. Peut-on donc dans ce cas-là faire une balance entre le récidive et le risque hémorragique? Cette méta-analyse qui tient compte à la fois du risque d'hémorragie et du risque de récidive est plutôt en faveur du traitement. Le risque hémorragique est beaucoup moins important que le risque de récidive. Et donc finalement, la décision de prolonger le traitement lorsqu'il est bien indiqué est une bonne décision. Et on voit par exemple dans ce schéma que l'incident, la fréquence du décès par embolie pulmonaire récidive est le plus important après une embolie non provoquée, est plus important que le risque de décès par hémorragie et que ce risque il est différent en fonction de l'anticoagulant utilisé. Il est plus important avec les antivitamines K, moins avec les AOD, surtout lorsqu'ils sont utilisés à dose réduite. C'est pourquoi on va voir que parmi les décisions, c'est de choisir le bon anticoagulant et essayer de donner une dose réduite. Alors pour améliorer le rapport efficacité-innocuité, on a plusieurs pistes, le choix des traitements et également le choix de dose complète versus dose réduite de moitié. Bien entendu, je rappelle que déjà,
le fait de corriger les facteurs favorisant le saignement sont importants, la bonne indication, le médicament adéquat, la bonne posologie tenant compte du terrain et des interactions, et bien sûr la surveillance et l'éducation thérapeutique. Alors l'une des études qui a montré que par exemple on a de meilleurs résultats avec le dabigatran versus warfarine, à la fois sur le risque de saignement et sur le risque de récidive, et on voit que lorsqu'on analyse les résultats, la récidive sous dabigatran était de 1,8%, un peu moins dans le groupe warfarine, 1,3%. Le saignement majeur était de 0,9% dans le groupe dabigatran contre 1,8% dans le groupe warfarine, et que le décès était même 1,2 sous dabigatran, 1,3 sur warfarine. Donc non-infériorité pour les récidives thromboemboliques et supériorité du dabigatran pour le risque hémorragique, puisqu'il est réduit de 50%. Les AOD à dose réduite, il y a plusieurs études qui ont été faites. J'ai retenu 4 études randomisées, bien conduites. L'Amplify-Ext qui a comparé l'apixaban à dose pleine 5 mg 2 fois ou dose réduite 2,5 2 fois. L'Einstein Choice qui a comparé le rivaroxaban à dose pleine 20 mg ou 10 mg. L'étude récente, d'ailleurs, les deux études récentes à laquelle le professeur Olivier Sanchez a participé, l'étude Renov qui vient d'être publiée dans le Lancet en 2025 avec le rivaroxaban, et l'étude APICAT qui vient d'être publiée le 10 avril 2025 chez les malades cancéreux qui ont reçu soit apixaban dose complète, soit dose réduite, avec des effectifs suffisamment importants. Alors dans l'étude Amplify, la première qui a été publiée en 2013, c'est une étude randomisée en double aveugle, donc comparant ces deux bras, 2482 patients inclus, durée de traitement 12 mois, et on voit que le risque de récidive est beaucoup plus faible dans les deux groupes traités par rapport au placebo, pratiquement similaire dans le groupe traité avec dose pleine ou dose réduite. Par contre, le risque de saignement majeur significatif était beaucoup plus faible dans le groupe traité avec une dose faible. Et donc, si on présente ces résultats, ça veut dire que le traitement à dose réduite est efficace et bien toléré. L'étude Einstein Choice, même chose. Donc, lorsqu'il a été conduit chez 3396 patients, 12 mois de traitement, et on voit que le risque de récidive il est de 1,5 dans le groupe traité par 20 mg, 1,2 dans le groupe traité par 10, par contre de 4,4% dans le groupe traité par aspirine seule. Par contre, le saignement majeur était pratiquement la même chose, 0,5 dans le groupe 20, 0,4 dans le groupe 10, et que les décès étaient de 0,7 dans le groupe 20 et n'est que de 0,2 dans le groupe traité par 10 mg. Et donc non-infériorité entre les deux doses et innocuité de la dose réduite par rapport à la dose pleine. Les deux études récentes, la Renov Study, qui est donc une étude multicentrique randomisée ouverte de 2017 à 2022 chez des malades de 18 ans ou plus qui ont reçu 6 à 24 mois de traitement. Et donc, ils ont eu un premier épisode de MTEV non provoqué, puis on les a traités pour les MTEV récidivantes, et avec des facteurs de risque persistants. Et ils ont soit reçu l'apixaban ou le rivaroxaban à dose réduite, 1383 contre 1385 patients. Et on voit que l'incidence du récidive dans les deux groupes était un peu comparable, en fait, et le saignement beaucoup moins important dans le groupe traité par dose réduite. En fait, lorsque on analyse les données, les auteurs ont conclu que finalement, ils ont remarqué que le risque de MTEV récurrente était assez faible dans les deux groupes. 39% de réduction du risque de saignement majeur ou cliniquement significatif dans le groupe de patients traités par une dose réduite, avec une diminution de 33% des événements indésirables. C'est vrai que l'odd ratio était de 1,3 plus de récidives dans le groupe traité par dose réduite que dans le groupe traité par dose pleine. Donc, ils n'ont pas démontré la non-infériorité de ce traitement, mais ils ont démontré l'innocuité. Et donc, cette étude-là, la dernière qui vient d'être publiée le 10 avril 2025 chez les cancéreux, c'est une étude internationale qui inclut 121 centres, 11 pays, prospective, randomisée, double aveugle,
Et ils ont évalué apixaban 2,5 mg versus 5 mg 2 fois par jour pendant 12 mois chez des patients avec cancer actif et MTEV traités au moins 6 mois auparavant par anticoagulants. Et on voit que dans le groupe traité par full dose d'apixaban, le risque de récidive était de 2,8%, alors qu'il n'était que de 2,1% dans le groupe traité par la dose réduite. Et le taux de saignement majeur ou cliniquement significatif était de 15,6% dans le groupe traité par full dose, dont 4,3% majeur et grave. Et il n'était que de 12,1% dans le groupe traité par une dose réduite, avec 2,9% d'incidents majeurs. Maintenant qu'on a vu tous ces paramètres qui permettent de choisir est-ce qu'il faut ou non prolonger le traitement en fonction du risque de récidive et du risque d'hémorragique, on voit qu'il faut voir les recommandations. Il y a plusieurs recommandations. Société française en 2019, américaine 2020, 2021 chirurgie vasculaire européenne, 2022 Société de cardiologie, le Chest Guidelines 2024, la recommandation de cancérologie 2024 et le dernier travail de Innovate Group en 2024. Je n'ai pas le temps malheureusement de tout détailler puisque le temps est limité. En tout cas, toutes ces recommandations tiennent compte est-ce que le risque est faible, modéré ou élevé. Donc toutes ces recommandations, je passe rapidement puisque malheureusement le temps est limité. Il y a ce travail très intéressant de Innovate Group auquel participe le professeur Olivier Sanchez qui a proposé également de tenir compte un certain nombre de critères pour choisir ou non le traitement avec des recommandations pratiques. Pour terminer sur deux diapos pratiques que j'ai trouvé dans la littérature, ce bel exemple de Coutureau qui dit que le choix du traitement est une balance qui doit tenir compte non seulement du risque de récidive, du risque hémorragique, mais également de la politique de santé et des préférences des patients. Et enfin, cet arbre décisionnel qui a été proposé par le professeur Gabriel Salronon, risque de récidive faible, le traitement c'est 3 à 6 mois, modéré c'est soit non limité avec plus ou moins dose réduite, c'est par exemple une thrombophilie modérée, des maladies inflammatoires chroniques. Et le risque, lorsque le risque de récidive est élevé et gravité de la récidive, comme facteur majeur persistant, déficit important d'antithrombine, syndrome des antiphospholipides, eh bien, la durée du traitement est non limitée à pleine dose. Et pour terminer, bien sûr, il y a eu également des publications récentes, par exemple sur le syndrome des antiphospholipides, qui recommandent un traitement par les AVK avec un objectif d'INR entre 2 et 3. Mais en cas de thrombose artérielle associée, l'INR cible est fixé entre 3 et 4. Maintenu entre 2 et 3 en y associant l'aspirine. Et en cas de thrombose veineuse proximale ou embolie pulmonaire provoquée ou non, une anticoagulation à durée prolongée. Par contre, en cas de thrombose distale, on peut se limiter à 3 et 6 mois. Comme perspective, c'est mieux développer et valider des scores de récidive, des scores, les facteurs transitoires non majeurs, valider les scores hémorragiques, tenir compte des malades à haut risque et comparer encore les doses pleines à doses demi-dose, et bien sûr les traitements nouveaux anti-facteur 12 qui ciblent la thrombo-inflammation sans augmenter le risque de saignement. Et je pense que c'est ces traitements qui représenteraient l'avenir et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Erraki, pour cet excellent exposé. J'ai une question qui peut-être n'a pas de relation avec ce que vous parlez. Pourquoi les cardiologues, quand ils ont des patients qui ont des troubles du rythme cardiaque, ils ne se posent pas toutes ces questions et ils donnent les anticoagulants indéfiniment? Je pense que, effectivement, parce que le trouble du rythme, surtout la fibrillation auriculaire, il y a un risque très important d'embolie et de thrombose veineuse profonde. Et donc, pour eux, la nécessité de donner un traitement, et l'indication est là, mais c'est le choix, et la durée et le suivi qui sont importants. Mais s'ils arrivent à juguler les troubles du rythme, au bout d'un certain temps, on n'aura plus besoin de ça. Donc, si le facteur est maîtrisé, c'est ça ce qu'on dit, parce qu'avant on disait facteur persistant, traitement indéfini. En fait, on a changé un peu d'optique dans les recommandations, malheureusement je n'avais pas le temps de les détailler. Lorsque le facteur persistant majeur est maîtrisé, si le cancer n'est plus actif par exemple, eh bien on peut un petit peu se limiter et diminuer la durée du traitement. Merci. La parole est à la salle, s'il y a des questions.
Merci, professeur Erraqi, pour votre présentation. Juste un petit commentaire. On a pratiquement tous cette difficulté. Donc, par exemple, chez une dame âgée, embolie pulmonaire non provoquée, R2 à 2. À partir de 6 mois, donc, la patiente, les hommes également, embolie pulmonaire provoquée, bilan étiologique négatif. À partir de 6 mois, ils commencent à poser la question sur la durée. Si on discute avec les cardios, ils veulent rien savoir, prolonger. Oui. Prolonger. Et le patient ou la patiente, il demande pourquoi je continue, sachant que le risque hémorragique n'est jamais nul, le risque de récidive n'est jamais nul. Donc c'est toujours ce débat à partir de 6 mois chez ces patients. Effectivement, c'est ça l'intérêt de discuter avec le patient, de lui présenter les risques et les avantages et de ne pas essayer de le forcer. C'est lui finalement qui est concerné. Mais sur le plan scientifique, c'est indiqué. Sur le plan maintenant pratique, et, vous avez vu le dernier diapo de Coutureau, c'est une balance. Et dans cette balance, on tient aussi compte de la préférence et des réticences des patients. Mais sur le plan scientifique, normalement, il faudrait continuer. Mais cette perspective de donner des traitements à dose réduite avec moins de saignements, et également ces médicaments nouveaux qui sont développés, qui seraient beaucoup mieux tolérés, qui donneraient beaucoup moins de saignements, c'est une porte sur l'avenir. Merci, professeur Erraqi, pour cette excellente présentation. Ma question, l'étude que vous avez présentée en 2025 pour la dose réduite est très très intéressante, mais est-ce qu'à partir de quelle date ou à partir de quel mois on commence la dose réduite? Est-ce que dès le début ou on donne une dose pleine au début et après on prolonge par une dose réduite? Non, dans toutes les études, c'est après une dose pleine au moins 6 mois qu'on passe à la dose réduite. C'est-à-dire, le premier schéma que j'ai présenté de la Société américaine d'hématologie, période initiale, entretien, puis prolongation, c'est à partir de cette période de prolongation qui généralement démarre après 6 mois de traitement qu'on peut passer à la dose réduite. Et les recommandations, malheureusement, que j'ai mises, mais que je n'ai pas eu le temps de détailler, justement, ils proposent ça à partir de 6 mois. Et même, ce qui est intéressant, on n'a pas le temps aussi de détailler, si le malade fait une récidive d'embolie alors qu'il est sous traitement. Il y a beaucoup de malades qui sont cancéreux. Il y a une étude qui a été publiée, que je n'ai pas présentée, 31 000 patients suivis en France pour un cancer. Eh bien, il y a une bonne proportion qui font une récidive au bout du premier mois de traitement anticoagulant à pleine dose. Qu'est-ce qu'il faut faire ici dans ce cas-là? Faut-il changer de molécule? Faut-il augmenter les doses? Donc c'est des problèmes éternels, mais qui, effectivement, comme ça a été proposé, malheureusement au Maroc on n'a pas ça, c'est ce comité RCP thrombose qui a une expertise, comme dans les fibroses, pour décider de ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Dernière petite question. Vous avez parlé de 2 posologies de rivaroxaban, le 10 mg et le 20 mg. Mais on sait que le 15 mg aussi existe. Oui. Est-ce qu'il y a des indications? Est-ce qu'il y a des revues aussi? Normalement, le 15 mg, il est utilisé pendant la phase initiale, puisque pendant 3 semaines, on donne 2 comprimés. C'est la phase d'attaque et après, on passe à la phase d'entretien qui est de 20 mg. Théoriquement, effectivement, il est utilisé dans la phase d'attaque. Maintenant, j'ai vu des cardiologues, effectivement, j'ai vu des médecins qui traitent ces cas-là, qui passent à 15 mg, alors que normalement, les études qui ont été publiées, c'est soit full dose, soit dose à moitié. Et je pense que ces études qui sont à dose moitié, qui sont validées, permettent de donner un traitement à une dose plus faible et donc avec un risque de saignement moins important. Donc le 15 mg, à mon avis, c'est pour la période initiale aiguë de 3 semaines de traitement.